Ok, bonsoir à tous. Chers représentants du ministère, je pense qu'ils sont là. Chers représentants aussi de Gaïndé 2000, de Limoges, chers panélistes et chers publics. Bienvenue à notre webinaire sur l'évaluation du succès d'une stratégie e-commerce à travers ses indicateurs clés de performance. Alors, je m'appelle Elhaji Tamsir Baboudian, je suis certifié en e-commerce, je suis data scientist de formation. Alors, aujourd'hui, nous avons organisé ce webinaire dans le cadre des activités de la plateforme nationale d'e-commerce, c'est-à-dire Boutique 221. Boutique 221 est une initiative de l'État du Sénégal, donc à travers le ministère du Commerce, de la Consommation et de la Petite et Moyenne Entreprise. Sa création s'inscrit dans la perspective voilà, de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du e-commerce au niveau du Sénégal. Une approche de capitalisation a permis le démarrage de la phase 1 du projet, notamment la plateforme d'e-commerce du Sénégal, donc Boutique 221. La plateforme met ainsi à la disposition des commerçants, des artisans et des producteurs locaux des informations et des outils qui leur permettront de vendre en ligne, de recevoir aussi leur paiement en ligne et de livrer les marchandises. Alors, comme promis, aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation du succès d'une stratégie e-commerce à travers les indicateurs clés de performance. Avant d'aller plus loin, je ne sais pas si les représentants du ministère ou bien de Gagné sont là. Comme ça, je vais leur laisser la parole pour une petite présentation et explication un tout petit peu du contexte. Madame Ba, est-ce que ceux du ministère sont là pour prendre la parole? Alors, je vais regarder. Non, actuellement, non, ils sont pas en ligne. Non, pas encore. Ah, D'accord. Je pense que nous pouvons poursuivre et après, je vais donner la parole à nos chers panélistes pour qu'ils puissent se présenter. Alors, on sait que dans le paysage commercial actuellement, c'est une évolution constante où les achats en ligne jouent un rôle prépondérant, je dirais. Donc, comprendre les mesures et analyser les performances de votre entreprise en ligne est essentiel pour prospérer dans cet environnement compétitif. Voilà. Donc, nous allons plonger aujourd'hui dans cet univers passionnant du e-commerce où la réussite ne se résume plus tout simplement par la conversion des ventes, hein. Je pense que c'est loin de là aujourd'hui. Le succès d'une stratégie e-commerce repose sur une multitude de facteurs qui vont au-delà même de ces chiffres de vente, hein, de vente brute. Donc, nous allons explorer ensemble ces différents indicateurs de performance, donc qui peignent vraiment le tableau complet de la santé de notre entreprise. Alors, pour cela, nous avons aujourd'hui des experts dans ce domaine et je m'en vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent se présenter. Donc, d'abord, je vais essayer de donner la parole à Madame Moumi Diop Ndiaye, qui est, elle, consultante en stratégie commerciale et marketing digital. Donc, Madame Ndiaye, vous avez la parole. Alors, bonjour, merci Elhaj Tamsir Babou. Bonjour à tous, bonjour chers confrères, bonjour cher public. Donc, je suis Momi Diop Ndiaye, consultante en stratégie commerciale et marketing digital. J'ai d'abord acquéri 5 ans d'expérience dans les e-commerce, notamment à Jumia en tant que responsable de la marketplace. Et là, actuellement, je suis consultante en stratégie commerciale et digitale. Et en même temps, je donne depuis 2016 des formations dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine digital, dans l'entrepreneuriat numérique et la stratégie d'entreprise. Merci. D'accord, merci beaucoup, Madame Ndiaye, pour votre présentation. Maintenant, on va donner la parole à Madame Fatou Gueye, qui est Digital Marketer Freelance. Donc, Madame Gueye, vous avez la parole. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir chers panélistes, bonsoir chers webinautes, bonsoir chers invités. J'espère que vous allez tous bien. Donc, je m'appelle Fatou Gueye, je suis digital marketer freelance. Je m'occupe des stratégies digitaux, des stratégies digitales des entreprises, spécialement des services, parce que je m'occupe le plus souvent
je m'occupe des services en ligne, comme par exemple, j'ai eu une expérience dans le domaine des services, des cours en ligne, comme dans les écoles qui promouvoient des formations en ligne. Donc, cela fait partie du e-commerce parce que quand on parle d'e-commerce, ce n'est pas seulement les produits, mais aussi les services. Donc, ma spécialité pour le moment, ce sont les services. Je suis très heureuse d'être là parmi vous en tant que panéliste pour parler d'un sujet qui me passionne. Merci. D'accord, merci beaucoup, Madame Gay, pour votre présentation. Effectivement, je pense que les services font bien partie. D'ailleurs, c'est quelque chose que vraiment au développement de la plateforme, les gens avaient pris effectivement ça en compte. En tout cas, merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Elhaji Malick Ndiaye, qui est Digital Manager CEO de LabDev. Donc, Monsieur Ndiaye, vous avez la parole. Donc encore bonsoir à tous, bonsoir chers panélistes, bonsoir les organisateurs aussi, bonsoir participants. Je suis Elhaji Malick Ndiaye, je suis Digital Manager et CEO, gérant principal du laboratoire de développement d'affaires. Je suis très heureux et très content de participer à ce webinaire qui va essayer de comprendre. Oui, Monsieur Ndiaye, on vous entend très bien. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Oui, je disais que je suis très heureux de participer à ce webinaire. Donc, on va parler de marketing digital, d'un domaine qui est mon domaine de prédilection. Donc, merci beaucoup et je pense qu'on fera un peu de webinaire. D'accord, merci beaucoup à vous. En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'être là aujourd'hui avec nous pour partager toutes vos connaissances avec nous aussi. Et aussi, je retiens que aussi vous avez tous des parcours exceptionnels et inspirants par rapport à tous ceux qui vous suivent. Alors, au cours de ce webinaire, nous allons essayer tout simplement de démystifier ces indicateurs du trafic sur un site web au taux de conversion, en passant par l'engagement des utilisateurs et de la fidélisation de la clientèle. Nous discuterons de leurs importances, de leur interconnexion, je dirais, et de la manière dont ils révèlent les insights cruciaux pour affiner notre stratégie e-commerce et prendre des décisions éclairées. Qu'il s'agisse de la mesure d'efficacité de nos campagnes de marketing, de la convivialité de notre site web et de la satisfaction des clients. Donc, ces indicateurs de performance constituent les clés vraiment maîtresses du puzzle du e-commerce. Alors, justement, pour parler de ces indicateurs, je m'en vais adresser la première question à Madame Ndiaye. Madame Ndiaye, je voulais vous demander quels sont les principaux indicateurs de performance que vous recommandez de suivre pour évaluer le succès global d'une stratégie e-commerce, voilà, boutique en ligne. Alors, merci pour la question, Elhaji. Je vais partager mon écran, comme ça au moins tout le monde sera sur la... C'est bon? C'est visible? Oui, oui, c'est bon, c'est visible. Alors, bon, déjà, dans un premier temps, il convient de définir c'est quoi un indicateur de performance. Un indicateur, pour que tout le monde soit aligné, un indicateur permet de mesurer et de quantifier des objectifs spécifiques qu'on définit en entreprise. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'une stratégie? Une stratégie e-commerce, en fait, la stratégie permet de mettre en place un ensemble d'actions dont le but déjà, côté client, d'attirer et de convertir les clients, côté entreprise, de promouvoir et vendre les produits qui sont en ligne. Les produits ou les services, hein, parce que ça peut être aussi bien des produits ou des services. Maintenant, les indicateurs que je suggère de suivre, il y en a à l'appel, hein, il y en a une dizaine, une vingtaine d'indicateurs. Mais généralement, il faut au moins se concentrer sur quelques indicateurs qui nous permettent de savoir, OK, si oui, les plans d'action mis en œuvre tiennent la route ou pas. Notamment, en premier, on a le taux de conversion. Donc, le taux de conversion qui permet de mesurer, on va dire, de transformer les pros plutôt en clients. Donc, lorsqu'on a des visiteurs sur le site, l'idéal, c'est de vendre, de leur faire acheter. Donc, c'est ça qu'on appelle le taux de conversion. Et si on a plusieurs sources de trafic, ce serait bien de savoir
pour chaque source de trafic, notamment les réseaux sociaux, l'application web ou le site web, quel taux de conversion représente chaque source de trafic. Après, on a le chiffre d'affaires, bien entendu, qui est non négligeable. Le chiffre d'affaires qu'on appelle communément la NMV, le Net Margin Value. Donc, le chiffre d'affaires, en fait, en e-commerce, on se base plus sur le chiffre d'affaires net et pas brut. Quelle est la différence? Alors, le chiffre d'affaires brut, ça englobe toutes les commandes qui ont été passées, qui ont été annulées et qui ont été effectivement livrées. Alors que là, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les commandes qui ont été passées et livrées. C'est ça qui intéresse plus le manager qui suit la performance sur un site Internet. En l'occurrence, je me rappelle à Jumia, on suivait de très près le CA par mois déjà, parce qu'il y a un objectif qui est fixé par mois, et durant les grandes périodes comme le Black Friday ou Jumia anniversaire. Ensuite, il y a le trafic, bien entendu, parce qu'un site web sans visiteur n'a pas d'intérêt. Donc, il convient de connaître le trafic quotidien, le trafic hebdomadaire qu'engendre le site Internet, notamment le nombre de visiteurs qu'il atteint. Après, on a le panier moyen. Donc, le panier moyen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est généralement, ça représente en fait le pouvoir d'achat qu'un client est prêt à dépenser pour le site Internet, le pouvoir d'achat moyen. C'est-à-dire, OK, combien je suis prêt à dépenser? Donc, généralement, ça se calcule à partir du chiffre d'affaires net sur le nombre de commandes passées, soit par jour, soit par semaine. Tout dépend de la périodicité. Après, il y a le taux de rebond. Donc, le taux de rebond, c'est le pourcentage de visiteurs, en fait, qui quittent dès la première page. Ils entrent sur le site Internet, sur la page d'accueil, automatiquement, ils s'en vont. Pour X raisons, hein, on va en parler plus tard, mais c'est ça que représente le taux de rebond. Donc, le taux de rebond, c'est également très important de le voir pour pouvoir non pas attirer, parce qu'on a déjà attiré le client du moment que le client est arrivé sur le site Internet, il est déjà attiré par la plateforme, mais pour le faire rester et pour déclencher l'achat. Après, le taux d'abandon, donc de panier, c'est un KPI qui permet de mesurer combien de clients achètent, c'est-à-dire combien de clients, OK, cliquent un produit pour commander, mais ils n'arrivent pas jusqu'à l'acte d'achat. En cours de route, ils abandonnent tout simplement le panier pour X raisons. Après, avant-dernier KPI, il y a le taux de satisfaction client qui est très, très important. Il faut savoir que les retours clients sont très importants. Notamment, ils influencent en fait l'achat. Parce que lorsque je rentre sur un site Internet, c'est important de voir pour tel produit, est-ce que c'est bien noté? Est-ce qu'il y a des commentaires positifs? Donc, c'est un KPI à prendre en compte. Et en dernier, pour ne pas s'éterniser, il y a le taux de retour. Parce que, bon, généralement, on fait la différence entre le taux de retour et le taux d'annulation. L'annulation, généralement, c'est lorsque le client n'a pas encore acheté. Tandis que le retour, là, le client reçoit son produit et ensuite, pour X raisons, il décide de le retourner au marchand, tout simplement. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je pense que vous nous avez déjà donné plusieurs indicateurs. Donc, vous avez commencé par définir ce que c'est qu'un indicateur, donc, et la stratégie aussi. Donc, là, on a eu à avoir le taux de conversion, d'accord, le taux aussi, le nombre de commandes qui sont passées et effectivement livrées, donc le trafic aussi. Je pense que tout ça, c'est important et surtout, vous avez parlé d'une chose très importante aussi, qui est le taux de rebond au niveau du site, au niveau du site web. D'ailleurs, c'est pour cela que j'avais posé la question à Madame Gay, qui pourrait nous dire comment les indicateurs de trafic web peuvent-ils aider à mesurer l'efficacité. Donc, les indicateurs, voilà, du trafic web. Madame Gay. Bon, merci, Monsieur Dian, pour la question. Comme vous le dites, comment les indicateurs de trafic web peuvent-ils aider à mesurer l'efficacité d'une stratégie e-commerce? Déjà, il faut savoir que les indicateurs de trafic web jouent un rôle crucial dans l'évaluation de l'efficacité d'une stratégie e-commerce. Avant de parler d'indicateurs, on ne peut pas mesurer un KPI sans pour autant avoir un objectif clair.
parce que un objectif clair va de pair avec les indicateurs clés de performance. Les indicateurs clés de performance nous permettent de savoir si on a atteint ou non notre objectif. Donc, je trouve que je vois pas l'intérêt de calculer des KPI sans pour autant avoir un objectif au préalable. Voilà. Donc, Madame Ndiaye a déjà parlé de l'ensemble des KPI qui sont vraiment très intéressants. Juste, j'ai 2 KPI à y ajouter, tels que l'analyse des sources de trafic. Par exemple, l'analyse des sources de trafic nous aide à identifier les canaux marketing qui génèrent le plus de visiteurs, que ce soit en application, dans nos applications, dans nos sites web ou dans nos réseaux. Cela nous permet de concentrer nos ressources sur les canaux les plus performants et d'ajuster ce qui ne nous procure pas autant de visites. C'est mieux que de gaspiller toutes nos ressources sur une seule plateforme afin de recevoir tous nos objectifs. Donc, il est primordial de savoir gérer ces KPI pour pouvoir connaître les forces et les faiblesses de notre site et pouvoir les ajuster pour maximiser les résultats commerciaux qu'on veut atteindre. Donc, je ne vais pas revenir sur les indicateurs de trafic web parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Madame Diop l'a si bien expliqué. Donc, ça sera répétitif de ma part de encore citer ces KPI. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, je pense que c'est une complémentarité entre les réponses. Donc, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'indicateurs. Et puis là, vous avez ajouté l'analyse aussi des sources de trafic, qui est assez important aussi, je pense, parce que c'est à partir de là que vraiment, comme vous l'avez dit, hein, on va se concentrer sur là où vraiment on a beaucoup plus de personnes qui viennent. Alors, c'est pour cela que donc je vais demander à Mouche Ndiaye, vu qu'il y a plusieurs indicateurs que nous pouvons prendre. Donc, parmi ces indicateurs-là, quels seraient les indicateurs de conversion les plus importants pour évaluer vraiment cette performance-là? Alors, vous m'entendez bien? Oui, oui, là, c'est bon, oui. Oui, je ne sais pas, j'ai combien de temps pour parler avant que je ne... Là, on vous entend. Oui, je disais, j'ai combien de temps exactement? Oui, allez-y, hein, vous avez peut-être 4 5 minutes. Voilà, voilà. En tout cas, moi, personnellement, je m'aligne directement à ce que vient de dire Madame Gay, qui est de définir d'abord les indicateurs de performance clés doivent en réalité répondre à un objectif qui était défini au préalable. D'abord, ce sont ces objectifs-là qui vont nous permettre de voir si on a eu le taux de conversion qui était prédéfini, ou bien on l'a pas atteint, ou bien quelque chose comme ça. Maintenant, si on veut faire du KPI concernant les plateformes, je pense que c'est un peu ça la partie qui est évoquée par vous. Les plateformes, donc déjà, il faut savoir, selon moi, hein, quelles sont les plateformes qui sont déjà adaptées au-delà de notre site web qui a été créé au préalable et qui répond directement aux besoins de notre commerce et aux besoins de nos répondants ou bien de nos prospects. Quelles sont les plateformes adaptées déjà à ce que nous proposons comme produit ou bien à ce que nous proposons comme service? Déjà, avec ces plateformes-là, si on a un site web, par exemple, si on est un commerçant, de produits, par exemple, si on a un site de e-commerce et qu'on a des réseaux sociaux des plateformes digitales sociales qui nous permettent d'amener du trafic. Maintenant, c'est à ce moment-là qu'on se dit, alors, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur WhatsApp Business. Déjà parce que ce que nous proposons est beaucoup plus adapté à ces plateformes-là que d'autres choses. Parce que ce qu'il faut comprendre avec les KPI, je ne pense pas, à mon niveau en tout cas, qu'on ne peut pas faire du KPI de façon transversale avec toutes les plateformes de manière confondue.
parce que chaque plateforme a une stratégie à part, répond à certaines normes à part et aussi est adapté à un fonctionnement qui est parfois différent de notre rôle pour identifier les indicateurs de performance clés pour savoir si on a notre stratégie est dans le bon chemin ou pas. D'abord, ces plateformes-là doivent être dans l'objectif premier. Quelles sont les plateformes adaptées à ce que nous proposons? Maintenant, si on propose et qu'il y a vraiment du répondant par rapport à cette plateforme-là et par rapport à nos prospects, là, on peut mesurer vraiment les indicateurs de performance. Parce qu'après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà de ces sites qui peut être notre site propre ou bien des réseaux, des plateformes digitales sociales qui nous permettent d'amener du trafic, il faut des contenus quand même qui vont permettre de réagir les gens, de faire cette conversion-là, parce que la conversion peut être de façon très simple, hein, comme on a voulu que les gens fassent telle action, maintenant les gens ont fait telle action. Si les gens arrivent à acheter, on voulait que les gens achètent si on publie des produits sur les réseaux sociaux. Si les gens arrivent à acheter par un tunnel de conversion qu'on a déjà défini, qui peut commencer déjà par d'abord acquérir une certaine notoriété, après amener les gens à un engagement de ce que nous publions. Et aussi, maintenant, ce qui peut amener cette notoriété-là et cet engagement-là peut amener maintenant à une conversion de part et d'autre qu'on peut aussi calculer de manière aussi différente parce que les conversions ne sont pas les mêmes. Les gens, la façon dont ils réagissent par rapport aux plateformes ne sont pas aussi identiques. Donc, les indicateurs de performance, déjà, pour moi, en tout cas, il faut d'abord les axer d'abord sur les plateformes, après avoir d'autres indicateurs de performance qui vont être axés sur les contenus, après un autre travail de comprendre les indicateurs des KPI par rapport à nos stratégies de publicité. Après, maintenant, on fait une analyse de données globales pour voir est-ce que nous sommes vraiment sur le bon chemin ou pas. Donc, pour l'instant, je pense que c'est ma première participation, c'est ma première intervention. Je m'en arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Merci. Oui, merci beaucoup. Donc, si on comprend bien, donc vous proposez qu'il y ait plusieurs indicateurs, mais chaque indicateur serait peut-être spécifique à la plateforme. C'est bien ça? Oui, c'est spécifique à une plateforme, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je pense que de ce point de vue aussi, c'est intéressant. Donc, Madame Ndiaye, donc tout à l'heure, on a parlé de taux de rebond. Donc, je voulais vous poser une question donc, concernant effectivement cette partie-là. Donc, pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu comment l'indicateur de taux de rebond peut donner des informations sur la convivialité? Parce que, bon, il y a certains sites, quand on tape sur le lien, ou bien quand on essaie d'entrer, parfois ça charge trop vite, etc. On a envie de quitter, etc. Donc, c'était pour cela. Alors, le taux de rebond, donc je vais juste rappeler la définition du taux de rebond. Donc, c'est le nombre de personnes qui quittent le site Internet juste après avoir ouvert la page d'accueil. Donc, généralement, ce taux de rebond-là, il est dû à plusieurs causes que je vais énumérer après. Mais il faut savoir que plus il est faible, mieux c'est. Donc, plus le taux de rebond est élevé, là, ça donne une très mauvaise impression. Surtout la première impression, elle est très importante. Donc, il faut savoir que, bon, un site web, c'est comme un magasin physique, hein. La seule différence, c'est que le site web, il est virtuel, le magasin, il est physique. Mais de la même manière qu'on prend soin du merchandising dans un magasin physique, on doit veiller également au merchandising sur un site Internet. Donc, la page d'accueil, elle est très, très importante. Alors, généralement, le taux de rebond élevé, c'est dû déjà, la toute première cause, c'est le design.
le design peut être très, très peu attrayant. Par exemple, les images pas très attrayantes. Il y a la couleur, il y a la police, il y a énormément de choses. Il y a les produits également mis en avant qui peuvent ne pas intéresser forcément les clients. Il y a le contenu également qui peut être moins pertinent qu'on ne croit. Donc, tout ça, ce sont des aspects à prendre en compte sur la page d'accueil afin de baisser le taux de rebond. Et enfin, le troisième aspect, vous l'avez dit dans votre question, il y a le chargement de la page. Donc, il faut que de ce côté-là, les IT peut-être fassent un peu plus d'efforts. Généralement, une page qui charge très lentement, ça incite à quitter tout simplement. On n'a pas envie de perdre plus de temps que ça. On quitte, on va vers la concurrence. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, je pense que ça, tout ça, donc, pour ceux qui développent les plateformes doivent effectivement prendre compte de tout ça. Donc, tout ce qui est design, tout ce qui est couleur, police, donc les produits qui sont mis en avant. Donc, surtout aussi le chargement, donc optimiser tout ce qui est image pour que ça ne puisse pas prendre beaucoup, avoir une grande taille. Voilà. Donc, pour Madame Gay, donc je vais m'adresser à vous. Donc, je voulais savoir quels sont les indicateurs de clés de performance pour évaluer l'efficacité des campagnes marketing digitales. Donc, dans le contexte, bien sûr, du e-commerce. Bon. Les indicateurs clés de performance pour évaluer à succès. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Allô? Alors oui, donc oui, Vous pouvez voilà. répéter? Je disais que quels sont les indicateurs clés de performance pour Mhm. évaluer l'efficacité, voilà, l'efficacité des campagnes de marketing digital. Bon, déjà, ok, d'accord, c'est bon. Les indicateurs clés de performance pour évaluer l'efficacité d'une stratégie e-commerce. Comme l'avait si bien dit Momi Diop, la première indication que je vous conseille de voir, c'est le taux de conversion. Comme elle avait expliqué, le taux de conversion traduit sur l'ensemble de nos visites combien se transforme en client. Avec le taux de conversion, on pourra voir si notre site est capable de transformer nos visiteurs en clients ou pas. Donc, c'est un taux vraiment crucial pour gérer, pour atteindre nos objectifs en e-commerce. Ce n'est pas un taux à négliger parce que nous avons comme finalité de vendre. Et qui dit conversion dit achat, dit réservation, dit etc. Tout ce qui incite à une conversion. Le deuxième taux, je pense que c'est le trafic du site web. Avec le trafic du site web, il nous permet de qualifier notre audience. À partir du trafic du site web, on peut comparer à une période si on a tel nombre de visiteurs ou par exemple si le nombre de visiteurs a augmenté ou si le nombre de visiteurs a baissé. Et du moment où on fait cette analyse, on pourra ajuster, soit voir quelle est la cause de notre baisse de visiteurs pour pouvoir maximiser sur ce côté, voir ce qui bug ou bien ce qui bloque sur notre site pour pouvoir augmenter cette réduction de visiteurs sur notre site web. Le troisième indicateur que j'aurais à conseiller aussi, c'est le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, autrement appelé le CAC, il permet aussi de connaître son retour sur investissement, c'est-à-dire de savoir combien nous coûte notre client selon nos campagnes. Pour les calculer et tout, avec les outils comme Google Analytics, nous pouvons calculer beaucoup de KPI. On n'a plus besoin de regarder les formules et tout ça. Donc, il suffit juste de vous inscrire dans quelques plateformes comme Google Analytics pour pouvoir avoir les détails qu'il nous faut concernant les KPI. Mais concernant le coût d'acquisition client, c'est à calculer personnellement. À ce que je sache, ce n'est pas Google Analytics qui le calcule parce que tout dépend des coûts de campagne qu'on a. Le quatrième taux, je pense que c'est le taux d'amende de panier. Parce que avec le taux d'amende de panier, c'est avec ce taux qu'on pourra voir si notre client est satisfait ou pas. Parce que imaginez-vous,
au moment où le client décide d'acheter ou non, avec la lenteur des pages, peut-être comme l'a si bien dit Madame Diaye, avec les problèmes, peut-être que le client n'a pas confiance à notre site de notre facturation, par exemple, il n'a pas confiance à nos moyens de paiement, du coup, il sera obligé de quitter et abandonner son panier parce qu'il manque de confiance sur le site. Donc, c'est un taux à ne pas négliger. À chaque fois, les marketeurs, je dirais, les digital marketeurs doivent se mettre à la place du client. S'il le faut, se connecter sur son site, voir qu'est-ce qui ne va pas, se mettre à la place du client, faire comme si on était en train de charger notre panier. Du coup, on pourra voir ce qui est bon ou pas, ou ce qu'on fait mieux ou pas dans notre site. Le cinquième taux, le taux de retour. C'est aussi un taux qui permet de mesurer la satisfaction client. Parce qu'un client satisfait ne va pas retourner son produit. Du moment où il retourne son produit, c'est parce qu'il y a un problème côté fournisseur ou côté produit, etc. Voilà. Et le sixième taux, aussi important aussi, comme l'a si bien dit Madame Diop, le taux de rebond, qui nous permet de voir aussi qu'est-ce qui bug de ce côté. C'est un indicateur comportemental. Il mesure l'intérêt ou non des visiteurs sur notre page, ce qui les pousse à aller, ce qui les pousse à rester, etc. Donc, ce sont des indicateurs à ne pas négliger. D'accord, merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter ou bien c'est bon? Non, ça va. Ce sont ces 6 indicateurs que j'avais ajoutés. Comme on le dit, la liste est exhaustive, mais D'accord. personnellement, sont à surveiller. Oui, oui, je pense qu'effectivement, c'est bon, hein. Vous avez donné beaucoup de taux même. Donc, tout ce qui est taux de retour, etc., essayer de minimiser certains, bon, il faut les augmenter. D'accord. Donc, Mouche Ndiaye, je vais vous poser une question donc, concernant les indicateurs qui sont liés aux réseaux sociaux. Donc, quel rôle jouent ces indicateurs-là par rapport à l'engagement des utilisateurs dans l'évaluation de cette stratégie-là? Oui, ils jouent un rôle très important, hein. Ils jouent un rôle très important, surtout sur les réseaux sociaux. Mhm. Parce que si on prend des plateformes, moi je suis aussi stratège, je réfléchis comme ça. Si on prend des plateformes comme Facebook, l'ensemble de Facebook, Instagram, WhatsApp, Mhm. et qu'on définisse des stratégies de campagne de référencement organique ou sponsorisé, quelque chose comme ça. On peut mesurer des indicateurs et voir le rôle très important qu'ils jouent. Concernant les réseaux sociaux, on peut voir quelque chose. Le premier point qui est la notoriété, par exemple. La notoriété, et dans cette partie, on peut voir les portées, on peut voir quelque chose comme les impressions, on peut voir aussi les vues. Les portées, on peut considérer les gens. On a lancé une campagne, par exemple, de communication et on veut atteindre le maximum de portée, tout ça. Ça, c'est un indicateur qui nous permet de voir si notre campagne sur les réseaux sociaux a atteint un nombre de personnes, d'internautes, et tout ça. Le taux d'impression aussi qui vient compléter cette information parce que ça charge le nombre encore d'affichage sur les tableaux, les écrans. Mais les vues aussi, sont très importantes pour mesurer la réussite d'une campagne de communication digitale. Mais quand même, attention un peu aux vues, parce que moi, je dis souvent à ceux que je conseille que les vues aujourd'hui sur les réseaux sociaux jouent un rôle très important, mais quand même, il faut faire très attention parce que ça dépend, comme ce que je disais depuis le début, au cas par cas. Si on prend par exemple le réseau social comme TikTok, une vue est égale à une seconde, ce qui est très, très, très faible pour savoir si vraiment on doit axer notre analyse
sur un indicateur de performance comme les vues concernant cette plateforme bien définie. Concernant la plateforme, par exemple, je ne sais pas, Facebook, par exemple, une vue est égale à 300. Ça aussi, pour nous, c'est très faible pour mesurer un indicateur, pour mesurer si on est dans le bon chemin ou pas. Maintenant, ce qu'il faut, pour moi, beaucoup plus s'appesantir, ce sont les engagements. Maintenant, l'engagement aussi, pour moi, vient prendre, depuis l'objectif, la place qu'on a donnée au contenu, comme disaient les autres panélistes, la place des contenus. Les contenus doivent être, dans le cas d'une activité du commerce, les contenus doivent être très attrayants, doivent être aussi engageants, qui va permettre aux gens de suivre ce tunnel de conversion qui est d'aimer, parfois de commenter et parfois aussi de partager. Et s'il le faut, de cliquer et de poser des questions, c'est combien, c'est comme le prix, où est-ce que vous êtes et tout ça, on sent que maintenant les gens commencent à être engagés. Maintenant, c'est ça qui va amener maintenant les gens à la conversion, qui montre que ces réseaux sociaux-là jouent un rôle très important dans le trafic de notre site principal, qui peut apporter des clients, des prospects et des clients en même temps. Donc, les conversions, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est quand les internautes exécutent exactement ce qu'on avait défini au préalable dans notre stratégie, dans notre objectif. Et aussi des retours sur investissement sur les réseaux sociaux. Qui est calculé, hein. Il y a des marketeurs qui calculent ça, mais quand même simple à comprendre. Et retour sur l'investissement, ce qu'on avait donné comme chiffre d'affaires associé au coût de l'investissement, qui va montrer qu'on a eu un bon retour sur l'investissement ou on a eu un faible retour sur l'investissement. Donc, ces indicateurs-là, quand même, jouent des rôles très importants dans la mesure du succès de nos campagnes de communication. D'accord, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup pour la pertinence de votre réponse. Donc, on en retiendra que, donc, au-delà de tout, il faudrait un contenu, en tout cas, qui est attrayant, donc, de bonne qualité et qui puisse aller au-delà des vues, donc, pour que les internautes puissent liker, partager et même cliquer, pourquoi pas, pour discuter, donc, les convertir en prospects puis en clients. Donc, c'est ça qu'on retiendra de votre réponse. Merci beaucoup. Merci. Alors, Madame Ndiaye, donc, Madame Ndiaye, pouvez-vous partager des exemples d'indicateurs spécifiques liés à l'expérience utilisateur qui pourraient peut-être avoir un impact sur les performances, voilà, de l'e-commerce? Je pense que vous pouvez partager votre écran, oui. Oui, bien sûr. Alors, en fait, le tout premier conseil, je vais dire les tout premiers conseils que je donne à vraiment un novice, en fait, du e-commerce, c'est d'abord avoir le bon prix. Par exemple, sur une multitude de produits qu'il vend, en même temps que la concurrence, il est nécessaire d'avoir un prix concurrentiel sur ce produit-là. Donc, deuxièmement, c'est avoir un stock disponible. Par exemple, sur un top produit, supposons que vend le site de e-commerce, il n'est pas envisageable d'être en rupture de stock. On ne peut pas se permettre d'être en rupture de stock sur les top produits parce que ça impacte aussi bien la fidélité client mais également la performance tout simplement. Également, veiller sur la qualité des produits ou des services proposés. Parce qu'en veillant sur la qualité, on améliore le taux de retour client, tout simplement. Et dernier point, ça va être la livraison. Parce que beaucoup proposent plutôt des livraisons sous 24 heures, mais généralement, il y en a beaucoup, surtout les grands sites, qui ne respectent pas souvent les délais de livraison. Donc, il est important d'être très court sur les délais de livraison, mais également de respecter la date. Mais je peux également rajouter à cela les avis commentaires, notation des clients.
c'est très bien d'avoir un retour du client qui a déjà commandé parce que ça va inciter les autres, s'il est satisfait, ça incite les autres naturellement à commander. Et généralement, c'est bien que le service client, s'il y en a, qu'il puisse les relancer. Et pour les avis et commentaires, pas besoin que ce soit non plus une enquête de satisfaction longue parce que généralement, quand c'est long, les clients ne remplissent pas forcément, mais juste 3 émoticônes qui vont montrer en fait que le client soit content ou pas, ça suffira pour évaluer la satisfaction client. Il y a également la facilité, les options de paiement, soit la facilité paiement ou l'option paiement. Donc, lorsque le paiement est long, lorsque le processus d'achat est long, généralement, les clients abandonnent à mi-chemin. Donc, ils abandonnent le panier. Donc, il est important de faciliter ce processus-là. Donc, juste après que le client ait commandé son produit, automatiquement, il devrait mettre les informations de livraison et direct passer au paiement, quoi. Donc, il faut réduire ce processus-là et faciliter les options de paiement, qu'il y ait un paiement soit par mobile money, ou paiement en espèces à la livraison ou encore par carte bancaire. Et enfin, dernier point, donc, qu'a dit Madame Gay, c'est les politiques de retour. Il faudra vraiment alléger les politiques de retour et passer rapidement au remboursement. Donc, c'est vraiment la bête noire des sites de e-commerce. On ne sait pas déjà si le retour sera fait et pour le paiement, n'en parlons même pas. Lorsque le produit est retourné, généralement, on tarde à se faire payer alors que pour encaisser, c'est très, très rapide. Donc, lorsque ces points-là sont améliorés, ça va tendre à améliorer l'expérience client. Voilà, merci. Oui, d'accord, merci beaucoup. Donc, je pense que c'est très pertinent. Donc, pour ces stratégies-là, donc, vous avez parlé de prix, donc des prix abordables. Donc, bon, on voit qu'au Sénégal, les gens, ils ne mettent jamais les prix, surtout ceux qui vendent parfois dans les réseaux sociaux. Donc, c'est bien de mettre des prix et surtout les prix abordables. Donc, je pense que ça, c'est important. Alors, il y a aussi le stock qui doit être disponible. Donc, publier juste les produits qui sont chez nous, qui sont en stock. Donc, optimiser aussi la livraison, hein, comme vous l'avez dit, ne pas trop traîner avec le produit des gens. Donc, prêter beaucoup d'attention aussi aux commentaires et aux notations aussi des clients. Donc, facilité de paiement. Bon, c'est vrai qu'ici, les gens, ils payent plus à la livraison. Donc, mais si c'est en ligne, donc, les procédures pour payer avec les cartes, donc, alléger aussi la politique de retour. Donc, effectivement, je pense que c'est ça. Et puis, c'est important d'alléger vraiment le politique de retour parce que ici, bon, si la personne commande et qu'elle n'est pas satisfaite et tout, donc essayer d'avoir le produit le plus vite possible et puis lui retourner son argent. Je pense que ça, c'est important. Alors, voilà. Donc, pour ce qui concerne la rétention des clients, parce que après satisfaction, sûrement le client va revenir après. Donc, Madame Gay, c'est ce que je voulais vous demander. À quoi la rétention des clients est-elle cruciale pour le succès à long terme d'une stratégie? Bon, Monsieur Dia, il faut savoir que la rétention des clients fait allusion à la capacité d'une entreprise à retenir ses clients pour les inciter à faire des achats répétitifs et pour comme finalité la fidélisation. Déjà, il faut savoir qu'au Sénégal, la fidélisation des clients est souvent trop peu exploitée. On préfère avoir de nouveaux clients sans pour autant savoir si nos clients présents sont déjà satisfaits ou non. Alors que avoir des clients fidèles nous assure peut-être un revenu vraiment très fixe parce qu'on sait que ces clients-là, on les a déjà acquis. Il suffit juste de les offrir une expérience positive parce qu'un client qui est fidèle, un client satisfait, déjà un client satisfait, c'est un client qui nous recommande. Et qui dit recommandation dit bouche à oreille. La bouche à oreille est la publicité la plus ancienne et la plus rapide qu'une entreprise peut bénéficier. Donc, il faut tout le temps gérer la satisfaction de la clientèle pour favoriser leur rétention. Parce que, comme on dit souvent, il coûte 5 à 7 fois plus cher d'acquérir un nouveau client que de satisfaire un client fidèle.
Donc, la rétention permet de garantir des flux de revenus stables en tirant parti de la valeur de chaque client fidèle. C'est pourquoi il faut tout le temps miser sur l'expérience client. Donc, il faut toujours offrir à ses clients des expériences positives, les inciter à revenir tout au début du funnel parce que ce n'est pas seulement en bas du funnel, comme l'a si bien dit Monsieur Malick Ndiaye. Au niveau du funnel, de base, avant de fidéliser ses clients, il faut commencer de haut. Par exemple, les inciter à avoir confiance au site, les inciter à rester. C'est comme une étape on la cuisine petit à petit jusqu'à les rendre fidèles. Ça vient pas du jour au lendemain. Tout vient seulement dès la première, expérience. Du moment où notre client nous contacte pour la première fois, l'entreprise doit tout faire pour retenir ses clients parce que c'est ce qui les incite à revenir. Donc, voilà. Concernant, comment la mesure-t-on? Déjà, comment la mesure-t-on? Comment on mesure le taux de rétention? On la mesure pour la mesurer, il existe beaucoup d'indicateurs de clés de performance comme la fréquence d'achat, le taux de rétention, déjà, comme son nom l'indique, le taux de rétention, la fréquence d'achat, le coût d'acquisition, comme on en avait parlé tout à l'heure, la durée de vie client pour savoir combien notre client reste chez nous. Tout ça nous permet de savoir si notre client est fidèle ou pas, ou bien s'il fait des achats répétitifs, mais aussi le taux d'attrition. Quand on entend par taux d'attrition, la perte des clients, parce que le fait de mesurer la perte des clients nous permet si on a retenu des clients ou si on les a perdus. Donc, le taux d'attrition est aussi un taux très important pour pouvoir mesurer la rétention des clients. J'aurais dû préparer peut-être un document pour pouvoir mettre les formules et tout. Peut-être pour la prochaine fois, nous allons en discuter, peut-être, qui sait. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour le moment. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, pour retenir des clients, donc, il n'y a pas mieux qu'une expérience positive. Donc, c'est ça que je retiens de ce que vous avez dit. Donc, pour la mesurer, donc, on a le taux d'attrition, une durée de vie aussi des clients. D'accord. Donc, je pense que on va peut-être essayer de dépasser les l'heure, donc, avec M. Ndiaye. Monsieur Ndiaye, je voulais vous demander comment les données de la satisfaction client et leur avis peuvent-ils influencer la réussite, voilà, d'une boutique en ligne et comment les mesure-t-on? Je pense que c'est important aussi l'avis des clients, ouais. Oui, oui, exactement. Vous savez, nous, en tant que communicant digital, on tombe pas du ciel, on suit un peu les stratégies classiques de marketing. Il s'agit un peu de recruter, il s'agit aussi de fidéliser. On recrute et on fidélise, on recrute et on fidélise. Maintenant, concernant le digital, quand on importe ce marketing-là dans le monde numérique, ça devient beaucoup plus compliqué parce que c'est pas du tout évident dans une certaine mesure parce qu'il faut. Alors, monsieur Ndiaye, on vous entend pas bien. Je sais pas si c'est à mon niveau ou bien. Alors, vous me recevez? Oui, là, c'est bon, oui. Mhm. Oui, je disais que notre stratégie, je pense que doit reposer sur quelque chose de très solide. Mhm. Parce que quand un client voit quelque chose sur un site Internet, s'intéresse Mhm. et donne de l'avis, clique, entre à l'intérieur, fait ses achats et tout ça, et après revient pour refaire la même chose, ou bien dire recommander, c'est parce que ça repose sur une stratégie très, très, très bien définie. Alors, concernant l'expérience client, je pense que d'abord, il y a l'aspect plateforme. Je reviens à mon exposé du départ, l'expérience client. D'abord, concernant les plateformes, comment est-ce que on doit présenter les plateformes? Parfois, réfléchir un peu de façon sociologique
comment réfléchissent notre cible. Comment notre cible réfléchisse pour pouvoir les proposer une plateforme, si c'est une plateforme qui nous appartient, une boutique en ligne, ou bien comment est-ce qu'on a construit, on a configuré nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, etc., etc. Autre chose, c'est comment aussi on a configuré, on a on a conceptualisé nos designs pour que ces gens-là puissent avoir cette attirance vers nous, ce que nous proposons. Maintenant, l'expérience client va faire que la personne, psychologiquement, elle suit un circuit qui lui permet de voir déjà sur son écran que ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai besoin. Maintenant, on clique. Déjà, il y a toutes les informations liées à ce besoin-là. Il y a, comme l'a si bien dit les autres, l'ont si bien dit les autres panélistes, il y a déjà le produit qui est là, qui est très clair. Il y a le prix qui est très visible. Il y a, quand on s'intéresse et on veut maintenant acheter, et qu'on clique, maintenant le processus d'achat, la procédure d'achat n'est pas quelque chose de fatigant dans le site qui est concerné. Que ce soit, on peut acheter directement sur les réseaux sociaux, ou bien on peut acheter directement sur une boutique en ligne personnelle. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'on est au Sénégal, tout le monde n'a pas un site e-commerce bien défini. Et comme tout le monde n'a pas un site e-commerce bien défini, tout le monde n'est pas Jumia, tout le monde n'est pas, voilà, tout le monde n'est pas les autres. Les gens s'adaptent, les e-commerçants s'adaptent avec les moyens qu'on a, avec les marketplaces qu'on a sur Facebook, par exemple, comme les parties de shopping qu'on a sur Instagram, comme les catalogues qu'on a sur WhatsApp Business, par exemple. Et ce sont des stratégies aussi, ce sont des plateformes qui nous permettent aussi de voir est-ce que le prospect, ou bien ce futur client-là, a eu une expérience satisfaisante. Parce que là-bas, on peut noter, sur un site, sur un grand site e-commerce, on peut noter, on peut recommander tout ça. Peut-être qu'on peut payer directement en ligne. Par exemple, sur Facebook ou bien sur WhatsApp Business. Les gens peut-être peuvent pas payer directement, mais peuvent payer parfois à la livraison. Tout est une question d'expérience client adaptée à chaque type de plateforme. Parce que les plateformes ne sont pas, encore une fois, transversales. Donc, on a une expérience cliente à faire valoir sur les réseaux sociaux, s'ils sont un peu pareils. Une expérience une expérience cliente à faire valoir sur notre site principal et une expérience cliente à avoir dans nos politiques de retour et tout ça. Tout ça forme un circuit qui fait que la personne va voir que pour voir directement un contenu qui l'intéresse, aller jusqu'à l'achat est un parcours très facile et qui ne prend pas du temps. Si c'est un parcours très facile et qui ne prend pas du temps et qui ne fatigue pas, qui ne va pas nous prendre 40 000 formulaires à remplir et voilà, des parties de paiement où voilà, je doute pour mettre ma carte bleue ou bien de mettre un code temporaire Wave, ça permet aux gens de fuir. Et ça ne permet pas aussi les gens qui ont déjà eu cette expérience-là de recommander aux autres. Donc, tout ce qu'il y a à mettre en œuvre pour moi, c'est le fait de simplifier au maximum l'achat. Parce que quand même, en tant que commerçant, ce qui nous intéresse, c'est que les gens puissent acheter à la fin de la journée, quoi. À la fin de la journée, il faut que les gens s'achètent. Donc, si c'est ça qui nous intéresse, il faut que ce parcours-là soit simplifié. Depuis la vision, ou bien depuis la visibilité de ce que nous avons produit comme contenu et que nous avons lancé sur le web, jusqu'à ce que l'individu reçoit ce contenu-là, ça doit être simplifié. Quand même aussi, j'insiste aussi sur quelque chose, les e-commerçants peut-être qui nous suivent,
c'est faire de telle sorte que les gens reçoivent à la livraison à peu près à 98% ce qu'ils ont vu en termes d'image. Parce que parfois, il y a un gros écart entre ce qu'on a photographié directement sur les réseaux sociaux, ce qu'on a vu comme image, et ce qu'on a reçu. Ce qui fait que les gens vont se dire, on connaît quand même, pour faire du marketing digital, je le dis souvent, il faut de la sociologie. Voilà, on n'est pas dans le pays, on est au Sénégal, il faut comprendre que maintenant, que les gens veulent voir directement ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux ou bien ce qu'on a vu sur le site. Si parfois il y a un gros écart, ça va amener un taux de retour qui est énorme. Donc ça aussi, je voulais attirer l'attention s'il y a des e-commerçants qui nous suivent. Maintenant, il y a quand même des méthodes de contournement qui sont les vidéos ou bien les animations. Mais ça aussi, attention, parce que le produit, s'il est pris en vidéo, peut faire un temps de chargement qui est très long. Et ça va faire retourner mes clients vers d'autres sites ou bien vers d'autres horizons. Ergonomie, Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, ergonomie et responsabilité aussi. Je pense qu'effectivement, oui. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez vraiment tout dit. Donc, concernant la fidélisation des clients. Donc, comme on dit, hein, simplifier l'achat pour fidéliser. Donc, je pense que vous avez fait le tour en apportant beaucoup de réponses à cette question-là. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin de notre webinaire. Je ne sais pas si parmi ceux qui sont dans le public, vous avez des questions. Comme ça, nos experts vont essayer de répondre. Et puis voilà, je vais après donner la parole peut-être à Madame Ba ou bien à Monsieur Diop Farah, représentant du ministère qui est là. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Vous pouvez lever la main. Oui, je peux peut-être même ouvrir les micros pour les questions, hein, peut-être. Oui, d'accord. Donc, Monsieur Diop aussi, s'il veut intervenir. Alors, Monsieur Senghor. Merci pour la parole. En réalité, je n'ai pas de questions. Seulement vous remercier de cette opportunité et vous dire aussi bravo pour les excellentes interventions. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Senghor, pour votre réaction. Alors, si quelqu'un a une question, il peut allumer son micro. Oui, donc apparemment non, hein, il n'y a pas de questions. Ça veut dire que nos panélistes ont tout dit, hein. Alors, Monsieur Diop, si vous voulez dire quelque chose en tant que représentant du ministère dans le cadre de cette activité, de ce webinaire, donc organisé avec Boutique 221. Madame, je pense qu'il ne nous entend pas. C'est possible qu'il soit occupé. Ouais. Oui, sûrement, oui. En tout cas, bon, donc je pense on peut clôturer, hein. Donc, merci beaucoup à nos panélistes, donc Madame Ndiaye, Monsieur Ndiaye et Madame Gueye. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Donc, merci beaucoup à l'ensemble aussi des partenaires, hein, de la plateforme. Donc, le ministère, donc qui a initié cette plateforme-là. Donc, le partenaire technique aussi, Gaïndé 2000. Nous remercions aussi le partenaire financier, donc Imosir. Donc, Madame Ba aussi, merci beaucoup à vous. Je pense qu'il y aura un autre webinaire sur comment construire la confiance des clients sur le e-commerce. Alors, qui sera organisé le 24 août
Donc, votre présence aussi est vivement souhaitée à tous. Et merci beaucoup aussi à ceux qui nous écoutaient, à notre public. Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Oui, merci à tout le monde. Merci à Merci. vous. C'était un Merci. plaisir. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Ouais. Merci à vous de même.